vendredi 31 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, eh bien, c'est notre formule entre deux courses où je reçois deux de nos collaborateurs afin de discuter des différents sujets qui ont retenu notre attention au cours des dernières semaines. Mais pour lancer notre 23e épisode de cette saison 2 du F1 Podcast, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, eh bien, je vous parle de Michael et Mario Andretti qui ont toujours leur projet et qui désirent voir une 11e écurie apparaître qui porterait leur nom, et ce, dès la saison 2026. Ce projet-là avait été rejeté par la Formule 1, mais celui qui le supportait le plus, eh bien, c'est le président de la FIA. Il y a eu un petit rebondissement, un revirement de situation dans ce dossier-là cette semaine. C'est le président, lui, qui mentionnait lui-même comme quoi qu'il croit désormais que la meilleure porte d'entrée pour le groupe américain serait plutôt maintenant d'acheter une écurie et non d'attendre d'être accepté et de vraiment rentrer comme une écurie d'expansion. Donc, celui qui était le plus grand supporter de ce dossier-là ne semble vraisemblablement plus y croire. Pour lui, il croit que ce n'est plus une porte d'entrée, que ça ne sera pas faisable, du moins à court terme. Pour vous ramener un peu en perspective là, ce qui s'était déroulé, c'est oui, la FIA avait approuvé le groupe d'Andretti, mais c'est plutôt la Formule 1 qui avait rejeté. On avait dit qu'on allait réviser cette demande-là en 2028 lorsque GM, General Motors et Cadillac seraient prêts à fournir un groupe motopropulseur. On jugeait que ceci serait un ajout au championnat, que ce serait un ajout à la compétition. Donc à ce moment-là, on serait prêt à réévaluer le dossier et peut-être accepter Andretti comme une 11e écurie, mais ça ne faisait pas l'affaire du tout de Michael ni de Mario. On continue de persister à trouver une façon de rentrer en Formule 1. Et ça n'a pas été tout. Le président de la FIA n'a pas juste mentionné ça, il a aussi mentionné que les montants qui avaient été avancés au départ, là, ce que Andretti pensait être obligé de débourser pour cette écurie-là, des montants qui varient entre 200 et 250 millions de dollars, mais selon lui, là, il faut oublier ça. Ça va être plutôt avec le nouvel accord Concorde qui va voir le jour après la saison 2026. Donc à ce moment-là, on parle des frais de 600 millions de dollars qui seraient ajoutés. C'est ce qu'on vous avançait là, depuis déjà un certain temps. Là. Moi, j'y croyais pas à ce projet-là. J'y croyais encore moins que Andretti pourrait se doter d'une écurie pour seulement un faible montant de 200 millions de dollars, surtout quand on voit les transactions qu'il y a déjà eu dans le monde de la Formule 1. On peut y aller là, déjà dans les derniers mois, il n'y a pas si longtemps que ça, Alpine qui avait vendu des parts pour des sommes qui étaient, on parlait de 24% de l'écurie qui ont tourné aux alentours de 300 millions. Donc c'est impensable de croire que quelqu'un pourrait se procurer une écurie au complet pour 200 millions. Ça ne tient pas debout. Il y a aussi eu la transaction de Audi qui a acheté Sauber pour 650 millions. Donc, c'est plus raisonnable de croire qu'une nouvelle écurie pourrait tourner aux alentours de 600 millions. Ce qu'on a ajouté au dossier aussi que le président de la FIA mentionnait, c'est que pour la première saison d'Andretti, il ne pourrait pas toucher les sommes, la cagnotte qui est divisée à toutes les équipes, donc aux 10 équipes, dépendamment de la position qu'une équipe termine au championnat, mais pour une saison au moins, il ne pourrait pas avoir accès à ce montant-là. Donc, même s'il y aurait 11 écuries, ça serait toujours partagé en 10 écuries pour une période d'adaptation. C'est toutes des nouvelles qui ne feront pas nécessairement l'affaire du groupe américain. On pense là, être obligé de s'organiser, de se tourner, d'acheter une écurie, sauf que ça change. Là, de passer de 200 millions de dollars comme porte d'entrée, à être obligé de débourser 600 millions si on veut apparaître en 2028, ou si on veut devancer ça, puis acheter une écurie existante. Présentement, le moins cher, là, ça pourrait tourner aux alentours du milliard de dollars. Qui est disponible pour être acheté? On avait Racing Bulls, Dr. Helmut Marko, qui est la deuxième écurie de Red Bull. Certains dans le peloton
disons, Zach Brown, CEO de McLaren, aimerait bien voir Red Bull se départir de leur deuxième écurie. On disait que c'est pas juste qu'on ait 4 voitures sur le peloton, qu'on ait aussi 2 votes lors des réunions entre commissaires. Donc à ce moment-là, si on est capable de régler ce problème-là en même temps, de laisser Andretti rentrer. Et Red Bull avait avancé là, que peut-être qu'on était plus ouvert là, à se départir de notre écurie sœur. Donc à ce moment-là, ça pourrait être une porte d'entrée pour le groupe. Mais on a aussi Az qui annonçait pas plus tard que mardi qu'on cessait les opérations à la fin de la saison 2024 pour notre écurie de NASCAR, notre écurie Stewart Az. On ne va pas reconduire le projet pour la saison 2025. Donc, est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que c'est ce qu'on pense les problèmes financiers qui sont avancés depuis longtemps pour Az? Est-ce que ça pourrait aussi se transporter en Formule 1? Est-ce que c'est un peu ça que le président de la FIA essaye de nous lancer entre les branches en disant qu'il aimerait mieux avoir 10 écuries solides plutôt que d'en avoir 11? Est-ce que c'est un peu des messages qu'on envoie là entre les lignes au groupe de Michael et Mario Andretti de dire lâchez votre projet de 11e écurie, on veut 10 écuries en santé, Az a des problèmes, essayez de vous entendre et de discuter puis de procéder à un achat, ça serait favorable pour tous les partis, tout le monde serait content là-dedans. La Formule 1 réglerait un problème de Az qui dépense pas nécessairement toujours les montants, ne sont pas nécessairement compétitifs, mais là on réglerait ce problème-là. En plus, du côté de Az, de Gene Az, on pourrait se débarrasser de ces troubles financiers-là. Sauf que il y a des informations qui vont dans le sens là, que Gene Az et Mario Andretti ne sont pas à inviter à la même réception. Là. Les deux ont de la misère à se sentir. Donc, est-ce qu'on voudrait vraiment du côté de Gene Az se débarrasser de son écurie et en plus servir de porte d'entrée pour quelqu'un qui n'aime pas vraiment? Ça reste à voir, sauf que lorsqu'on perd de l'argent, des fois, les sentiments en business, on doit les laisser de côté. Donc, ça va être à surveiller là, au cours des prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Il y a eu des acquisitions dernièrement, là, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Paul Simons qui a été ajouté pour ce projet-là d'écurie. Paul Simons, qui est l'ancien directeur technique de la Formule 1. Il a été embauché par Andretti. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ben, ça implique que lui, il était à l'interne. Là. Il était là lorsqu'on a pris la décision de ne pas le laisser entrer pour une écurie d'expansion. Donc, lui, il peut venir un peu leur dire c'est quoi qui clochait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il faut que tu corriges. Une des premières choses qui semble avoir été corrigée, c'est qu'on n'a plus de déclaration. Depuis l'arrivée de Paul Simon, ça a été pas mal la dernière déclaration qu'on a eue de leur part. Avant, toutes les semaines, on avait des nouvelles, on avait quelque chose qui se passait. Une approche que je trouvais assez particulière. C'est pas ce qu'on a tendance à voir là, dans les autres franchises, dans les autres ligues sportives. Lorsque quelqu'un veut se procurer une franchise, normalement, on doit se montrer discret. Les négociations sur la place publique ne sont pas toujours bien vues de la part des équipes et des propriétaires qui sont déjà en place. Donc, à ce moment-là, ça semble avoir été corrigé. Ça aurait pu être le premier conseil que Paul Simons leur a donné de dire fermez-vous là et ça va peut-être bien aller pour le futur. Mettez les chances de votre côté puis arrêtez de bavasser et de mettre la pression sur la FOM et sur la Liberty Media et laissez-les tranquilles et peut-être que le dossier va suivre son cours et vous allez peut-être finalement avoir ce que vous voulez. Une chose est sûre, à 200 millions, on oublie ça. C'est le président de la FIA qui nous disait ça va prendre au moins 600 millions minimum. Comme je vous le disais là, depuis déjà plusieurs semaines, je croyais vraiment pas à ce projet-là, surtout pas à une somme ridicule quand on voit là, tous les écuries dans le sport, les équipes sportives maintenant qui se vendent, là, qui frôlent le milliard, ça serait vraiment impensable de voir une écurie de Formule 1 être achetée pour un montant qui ne dépasse même pas les 300 millions. Maintenant, sur un autre dossier, eh bien, c'est le clan français Alpine. Vous savez, ça a été un début de saison assez compliqué. On sous-performait. On a essayé un peu de s'en sortir. Là. Ça va un peu mieux depuis quelques Grands Prix. On met beaucoup d'efforts pour apporter des améliorations à notre voiture. On a eu un bon résultat au dernier Grand Prix à Monaco. On a marqué un 2e point cette saison avec la 10e position de Pierre Gasly. Eh bien là, on veut un peu là brasser la soupe et ramener des vieux monuments de notre histoire
et on aurait fait appel à Flavio Briatore. C'est lui qui était en charge de l'écurie lors de la conquête de 2005-2006. On s'en rappellera, c'était Fernando Alonso à ce moment-là qui était au volant. Il est resté bien ami là, avec le PDG présentement du clan français, c'est-à-dire Luca de Meo. Les pourparlers auraient été pour lui donner un poste de superviseur spécial. Ça semblerait que c'est déjà fait. On n'a pas eu de confirmation concrète, de communiqué de la part d'Alpine Renault qui nous dit c'est fait, mais disons ça va vraiment dans ce sens-là. Et Flavio, mais on n'aurait pas tardé à déjà vouloir s'entourer. Il aurait fait appel à nul autre que Adrian Newey. Vous savez qu'Adrian Newey a annoncé, le Red Bull a confirmé comme quoi il y aurait une séparation entre lui et l'écurie, donc leur directeur technique depuis 2006. Eh bien, lui, il quittera au début, là, dans le premier quart de la saison 2025, donc la prochaine saison. À ce moment-là, est-ce qu'il est obligé de quitter? Et vous savez, là, il y a des clauses dans les contrats qui forcent les personnes clés là, dans une entreprise comme ça, qui détiennent des secrets, qui ne peuvent pas aller travailler pour la compétition avant un certain moment. À ce moment-là, Eddie Jordan, qui est très proche d'Adrian Newey, avait avancé que ce serait possiblement la retraite ou qu'il irait passer du temps sur un yacht qu'il a acheté tout récemment. Il est rendu à 65 ans. Ce qu'il veut vraiment se relancer dans un autre projet, eh bien là, lui, du côté de Flavio Briatore, lui a 74 ans et il voudrait rapatrier Adrian Newey, mais l'emmener pour une première fois chez Renault, essayer d'aller gagner un championnat ou du moins de redresser cette écurie-là. Donc, il ne s'en cache pas, là. Il y a déjà eu des pourparlers du côté de Alpine. Le communiqué qu'on a eu, c'est que on ne recule pas d'avoir des communications avec personne qui pourrait venir aider l'équipe et aider la progression des performances et ramener là, la structure de façon gagnante. Donc, on n'a pas démenti la nouvelle. Il y a aussi, ça a aussi été avancé là, que les rumeurs qui entouraient Adrian Newey ou qui emmenaient Adrian Newey avec Ferrari dans quelques saisons, là, ça serait un peu, ça aurait faibli cette nouvelle-là, là, qu'il y aurait très peu de chances que ça se produise. Pour une autre bonne nouvelle, là, c'est la Formule 1 veut s'attarder à un problème là, qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous avez été nombreux aussi à être dérangés par ça, surtout lors des dévoilements des voitures en début de saison. C'est les voitures qui se ressemblent, les couleurs, les livrées. C'est très dur de les différencier en piste. Lorsqu'on les voit sur des photos ou arrêtées dans la ligne des puits, c'est une autre chose, mais lorsque les voitures sont sur la piste à plus de 280 km/h, ça c'est un autre dossier. Donc on a visé plus particulièrement du côté de Mercedes et Aston Martin à haute vitesse, on trouve qu'ils se ressemblent. Même chose pour la Williams et la Racing Bulls. Donc on voudrait, là, sans imposer de règlements stricts, on voudrait simplement travailler avec les équipes de façon à ce que les voitures soient plus faciles à les distinguer sur une piste lorsqu'elles sont à haute vitesse. Donc à ce moment-là, on voudrait peut-être sans imposer des couleurs, mais vraiment s'attarder à ce que les écuries choisissent des couleurs plus dominantes. On peut voir là, cette année la Sauber, lorsqu'on la voit, elle est verte fluo. Donc à ce moment-là, on ne peut pas la manquer. On sait que c'est une Sauber. Il y a la Red Bull aussi, la Ferrari bien sûr, la rouge. Tout ça, là, d'aller vraiment que chaque écurie, c'est plus facile à l'œil, plus plaisant aussi pour le téléspectateur et même les personnes qui sont sur place. Je pense que c'est là que c'est encore plus compliqué lorsqu'on est dans les estrades. On va le voir là, la semaine prochaine au Grand Prix de Montréal. Normalement, là, les voitures sont assez dures des fois là, quand ils arrivent, là, à moins d'en avoir une à côté de l'autre qu'on peut vraiment dire « Ah, ok, ça c'est une telle, mais que lorsqu'ils passent là, vraiment rapide sous nos yeux, des fois, ça demande un peu plus d'attention là, pour vraiment être capable de clarifier quelle écurie est devant nous. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous avez été nombreux à souligner ce fléau-là. En début de saison, on avait vu beaucoup de voitures noires. Les écuries tentent de rendre leur voiture plus légère. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met même plus de peinture sur l'auto, on y va directement sur le carbone. Ben, donc à ce moment-là, ça donne des voitures qui ont un revêtement noir et ça aussi, ça n'aide pas la situation. C'est sûr que, comme je mentionnais, du côté de McLaren ou certaines écuries là, avec leur orange papaye, ben ça, il n'y a pas de problème, mais c'est plutôt, là, comme il a été mentionné, là, des Aston Martin versus une Mercedes, une Racing Bull versus une Williams. Ça, c'est un autre dossier. Du côté de Mercedes, puisqu'on les mentionne, eh bien,
on a quelque peu, entre les branches, laissé croire que c'est réglé pour le remplaçant de Lewis Hamilton. On vous en parlait cette semaine sur notre page Facebook, si vous voulez nous suivre d'ailleurs. C'est la meilleure façon de rester en contact et de rien manquer de l'actualité du sport le plus rapide au monde. Si vous nous suivez sur Facebook, il y a aussi maintenant X Twitter ainsi que Instagram. Eh bien, on vous mentionnait que c'est Antonelli qui aurait impressionné le jeune Kimi Antonelli qui est en Formule 2, qui aura 18 ans au mois d'août. Eh bien, il a été convoqué à une période d'essai à Silverstone après le Grand Prix de Miami. Il y avait même Mick Schumacher qui était là aussi pour faire des tests. Et on aurait même joint George Russell à cette journée-là. Et ce qui ressort entre les branches, c'est que les temps du jeune Antonelli auraient surpassé non seulement ceux de Schumacher, mais aussi ceux de George Russell, qui est présentement un pilote de l'écurie même. Donc c'est sûr que ça s'est venu faire écarquiller les yeux des dirigeants de dire, OK, est-ce qu'il est vraiment prêt? Est-ce qu'on prend la chance de le monter? On avait évoqué le fait de peut-être une année de transition chez Williams, comme qu'on a déjà fait par le passé, notamment avec George Russell. Mais là, ça serait de l'emmener directement chez Williams, chez Mercedes plutôt. Ça vient peut-être aussi là venir en il n'y a pas de fumée sans feu, puis le fait que là maintenant on l'apporte chez qu'on se concentre plutôt à l'apporter chez Mercedes, il y a aussi les négociations entre Carlos Sainz puis Williams. On aurait signé Alex Albon, donc on n'a plus vraiment peut-être de place pour un Kimi Antonelli si vraiment Sainz décide de poursuivre sa carrière chez Williams. Donc tout ça, là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, c'est quelque chose qui a retenu énormément l'attention. On vous l'avait dit là, que ça serait un dossier d'actualité tout au long de la saison, le fait qu'on a autant de pilotes qui tombent autonomes à la fin de la présente saison. Donc, pour Antonelli, ça serait ça. Là, il pourrait graduer il est présentement en Formule 2. Toto Wolff là, a vu que ça commençait à couler, qu'il y a beaucoup de médias qui commençaient à promener cette rumeur-là. Et là, il a sorti, je ne sais pas d'où ça vient, on n'a pas confirmé que ça serait Antonelli. Notre décision n'est pas prise. Il faut faire attention. Le clan Antonelli aurait mentionné à Toto Wolff qu'on veut qu'il se concentre sur sa saison de Formule 2. On veut qu'il termine sa saison en F2. On n'était pas nécessairement intéressé à ce qu'il vienne en remplacement de Logan Sargent. Ça avait été déjà mentionné dans certains médias qu'il pourrait peut-être même rentrer tout de suite en Formule 1 dès cette saison en remplacement de Sargent. Année de transition, le temps de passer chez Mercedes en 2025. Donc tout ça, là, on a décidé de dire que le clan Antonelli voudrait pas ça. On voudrait qu'il se concentre sur F2. Donc le fait que Toto Wolff veut taire les rumeurs, enlever un peu d'attention sur son jeune prodige, ça pourrait venir là, justement du clan Antonelli de dire là, ça commence à s'ébruiter. Nous, on veut pas de déconcentration, on veut qu'il continue de progresser, d'apprendre. Donc c'est peut-être un peu ça qui se cache derrière la sortie de Toto Wolff qui dit non, arrêtez, ça, il n'y a rien de mentionné. Il y a aussi le fait que, vous savez, Max Verstappen avait été consenti. Là, on a souvent, même Toto Wolff s'en est pas caché, il a dit qu'il aimerait bien aller chercher le Néerlandais. Triple champion du monde, puis de l'avoir comme remplaçant d'Hamilton, c'est compréhensible là, quand on sait que on perd Lewis Hamilton, qui est 7 fois champion du monde, le remplacer avec le meilleur pilote actuel en F1, ça serait la meilleure chose possible. Disons que ça serait la meilleure façon de régler un problème et de parer au départ de Lewis Hamilton. Mais c'est Max Verstappen, lui, est sorti à plusieurs reprises pour dire « je m'en vais pas là, oubliez ça ». C'est surtout la presse allemande qui semblait plus intéressée à laisser couler ça. Et du côté de Toto Wolff, je pense qu'il prenait un malin plaisir à déstabiliser un peu son rival Red Bull et de jouer un peu dans la tête de Christian Horner. Là, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les deux, bien, ils sont un peu comme chien-chat depuis déjà plusieurs saisons, au moins depuis 2021. Donc à ce moment-là, du côté de Verstappen, lui, il a mentionné qu'il aimerait bien terminer sa carrière chez Red Bull. Il aimerait bien, trouverait ça le fun, trouverait ça cool de faire toute sa saison au complet, d'avoir eu une carrière au complet dans la même écurie sans jamais avoir transféré ailleurs. Il dit j'aimerais bien prendre ma retraite avec Red Bull. Il a un contrat jusqu'en 2028. Il a déjà avancé que ça serait probablement la fin. Ce serait probablement son dernier contrat, que pour lui, il ne voit pas pourquoi aller plus loin que 2028. Il veut relever plein d'autres défis, il veut vivre d'autres choses, il veut courser dans d'autres séries. Il avait déjà avancé même qu'il veut son désir de faire les 24 heures du Mans. Il veut même les faire avec Fernando Alonso. Donc c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il attende trop
Monaco si jamais il veut accomplir ce rêve-là, disons, ce défi-là. Donc, ça vient un peu là, dans la même lignée là, du fait que lui il parle de finir sa carrière chez Red Bull. Du côté de Mercedes, tout d'un coup, on se tourne vers le clan Antonelli. Donc, tous les morceaux du casse-tête commencent à se mettre en place. Sainz chez Williams. On devrait avoir des dénouements au cours des prochaines semaines. Je sais qu'on dit ça depuis le début de la saison, qu'à un moment donné, ça va finir par se placer, mais je pense qu'on arrive au fil d'arrivée. Du côté de Red Bull, ben là, on parle d'une prolongation de contrat pour Sergio Perez. C'est sûr que les 2 derniers week-ends là, sont venus un peu changer les plans. Oui, il avait un bon début de saison, le Mexicain, mais là, ça n'a pas été fort. Encore moins côté de Monaco. Et ça a été très difficile. Je pense qu'on va se garder le Grand Prix du Canada pour vraiment faire une dernière évaluation, voir pour être sûr qu'on ne fait pas une erreur ou peut-être pour décider la longévité de ce fameux contrat-là. Est-ce qu'on veut vraiment se commettre à passer 2026 avec une entente sur papier ou simplement y aller à une année là, pour au moins jusqu'à 2025 puis réévaluer la situation plus tard? C'est ce qui conclut l'actualité pour cette semaine. Maintenant, place à nos collaborateurs. Aujourd'hui, pour notre segment Entre deux courses, je reçois nos collaborateurs. Jean-Christophe Tran, champion de la série américaine F2000. Comment ça va, Jean-Christophe? Ça va super bien. Merci encore de m'avoir, les boys. J'espère que vous aussi, ça va bien. Et de l'autre côté, notre collaborateur, écrivain, auteur plutôt, du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. C'est bien ça le nom de ton livre, Kevin? Oui, exactement, c'est en plein ça. Puis ben, aujourd'hui, merci d'être avec moi, les boys, pour qu'on puisse parler des sujets d'actualité dans les dernières semaines. Il y a eu le Grand Prix d'Imola, il y a eu le Grand Prix de Monaco. Puis je veux en profiter aujourd'hui pour qu'on essaie de trouver des solutions. Je pense pas qu'on va rien régler, mais on vient de vivre un Grand Prix assez difficile à regarder. On va être honnête, on est tous des passionnés de Formule 1, puis on trouve toujours quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent là, lorsqu'on écoute un Grand Prix. Mais disons que Monaco, la semaine dernière, ça a été assez difficile là, de trouver quelque chose qui a fait notre affaire. Pas juste parce que, oui, il y a eu le drapeau rouge qui est venu un peu plus compliqué, mais je pense qu'année après année, Monaco, ça vient de plus en plus. On a de moins en moins des bons spectacles là-bas. Et je voulais savoir avec vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, premièrement, et avez-vous des solutions à proposer là, pour qu'on essaie de corriger la situation en attendant que les voitures soient réduites un peu plus là, avec les nouvelles réglementations en 2026? Je commence avec toi, Kevin. Ben, c'est vraiment pas évident de pouvoir modifier ce circuit-là, vu qu'il est dans les rues de Monte-Carlo, puis qu'on peut pratiquement pas élargir la piste vu les immeubles et la nature des lieux, là. Le seul endroit que je vois qui pourrait être modifié, c'est qu'on retire tout simplement la chicane après le tunnel et que les voitures aillent à fond jusqu'au virage tabac avec l'enchaînement de la piscine qui est assez impressionnant. Mais mis à part ça, c'est assez difficile de trouver une façon de modifier cette piste-là. Mais il faut prendre en considération que les voitures, comme on l'a dit assez souvent, sont trop grosses et que c'était déjà difficile de dépasser à Monaco par le passé. Bien là, ça l'est encore plus depuis quelques années. Quand on dit que le top 10 de la qualif est resté le même jusqu'à la fin de la course, c'est tout dire, là. Sinon, on peut obliger les pilotes à utiliser les trois types de pneus lors de la course. Donc, on aurait plus qu'un arrêt, puis ça donnerait un certain challenge aux stratégistes. Donc, on verra. Moi, j'aime bien l'idée, moi, des arrêts obligatoires. J'avais jamais pensé à trois arrêts. Je pensais au moins euh, forcer les équipes à en faire une. Là, c'est plate, le drapeau rouge est venu tout gâcher. Ce que Mhm. j'aime moins, par exemple, de l'idée de retirer la chicane, c'est que ça reste la seul endroit de dépassement un peu à Monaco. Même si on n'en a pas vraiment vu de dépassement à cet endroit-là, mais c'est peut-être la seule endroit où il y a une possibilité d'en avoir un. Donc, si on retire cette chicane-là puis on favorise une ligne droite, ça va peut-être être plus spectaculaire, mais on manque cette espèce de le plus gros freinage là, du circuit qui profite des fois d'avoir un peu d'action à cet endroit-là. Là. Ouais, ben c'est possible. C'est parce que aussi, il faut prendre en considération que dans le tunnel et les résidus de gomme qu'il y a là, c'est difficile de bien se positionner puis pas risquer de mettre la voiture dans le mur aussi parce que, il y a beaucoup moins d'adhérence. Donc, c'est vraiment pas facile de modifier cette piste-là aussi. Non, ils sont tellement limités dans l'endroit. Toi, de ton Hmm. côté, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix-là? Y a-tu des solutions à proposer qui te viennent en tête, là? Bien évidemment, moi, j'ai été satisfait du résultat du Grand Prix, mais pas de la course en général. C'était très, très ennuyant, comme on en a tout pensé. Moi, le problème que j'ai avec ce genre de course-là, c'est pas avec la piste en soi, mais c'est
c'est avec la nature des voitures eux-mêmes. C'est des grosses voitures lourdes qui sont encombrantes, qui ne, qui ne fit plus l'essence d'un circuit comme Monaco, ou même affaire avec Imola, c'était pas un circuit, c'était pas une course terriblement intéressante jusqu'au 5-10 tours de la fin, là. Puis même à ça, c'était juste ce qu'on trouvait intéressant, c'est un écart qui rétrécissait entre Verstappen et Norris. Ouais, exactement. Donc, c'est un problème de philosophie de design des voitures. On est allé depuis quoi, les 5 dernières générations d'évolution de F1, avoir des grosses voitures lourdes, plus larges, plus longues, avec des gros systèmes hybrides encombrants qui rendent des voitures encore moins agiles. Jusqu'à 2006, 7, 8, 9, on avait des voitures qui étaient encore petites, agiles, qui on peut encore avoir des batailles intéressantes. On peut encore aller côte à côte dans plein de séquences de virages, que ce soit Imola ou Monaco. Et malheureusement, juste la politique et le genre d'attitude qu'on appelle de greenwashing, d'essayer de faire semblant qu'on a comme un genre d'essence consciencieux de l'environnement et tout ça, c'est vraiment au détriment de la qualité des résultats, de la qualité de la course et de tout le reste. Mais il y a aussi le point de vue sécuritaire, hein. C'est ce qu'on nous vend toujours. Pourquoi les monoplaces sont aussi grosses, c'est que c'est une question de sécurité. Puis là, on commence à mieux comprendre cet aspect-là, puis on pense qu'on est capable de réduire les monoplaces. Je partage un peu ton opinion là-dessus, dans le sens que les solutions d'ici 2026, puis même en 2026, je pense pas qu'on va tout régler. Surtout sur des circuits comme Imola, t'emmènes le point, c'est un circuit qui est très, très étroit aussi, c'est très difficile de compléter des dépassements. C'est pas infaisable, c'est pas aussi complexe qu'à Monaco. Ça peut arriver, sauf que la trajectoire de piste, elle est là, puis la monoplace prend toute la place de la trajectoire de piste. Donc, il faut vraiment prendre un risque. En plus, on a rajouté du gravier un peu partout sur les côtés, à quelques endroits. À Imola, c'était encore moins permissif à certains endroits. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était plus complexe de compléter des dépassements. Donc, je prends note de l'idée de Kevin. Je pense que Kevin, c'est une bonne idée de dire qu'on oblige sur ce circuit-là en particulier. Je pense pas qu'on prend la décision pour partout sur le calendrier de dire on oblige les écuries à performer, à rouler avec les 3 trains de pneus. Donc, à ce moment-là, on gagne une bagarre stratégique, mais encore là, ça ne vient pas nous donner des dépassements en piste parce qu'on l'a vu. Lewis Hamilton avec Mercedes, on a pris le risque de changer les pneus. Il n'a pas été capable de compléter des dépassements. Même chose du côté de Red Bull. Quand même qu'on a changé les pneus sur la monoplace de Max Verstappen, il n'a pas été capable de compléter un dépassement sur George Russell parce que Russell avait décidé qu'il se mettait en plein milieu et qu'il laissait personne passer là, lors de ce week-end-là. Le responsable aussi, là, oui, on peut blâmer le circuit, on peut blâmer l'endroit, mais moi, je pense qu'une des causes à effet qui a causé ce Grand Prix-là, qui a été assez pénible à regarder, ça a été le drapeau rouge en partant, où ce que les écuries ont pu automatiquement changer leurs pneus, répondre à l'exigence qui dit qu'ils doivent utiliser 2 trains de pneus lorsqu'on dispute un Grand Prix dans un climat sec. Parce que c'est ça qui a causé le plus gros des problèmes. Puis quand on parle du drapeau rouge, ben, on ne peut pas passer à côté. Encore de retour au banc des accusés cette semaine, eh bien, c'est Kevin Magnussen qui a causé cet accident-là. Puis ça m'emmène sur un autre sujet de dire, le docteur Marco a mentionné après le Grand Prix que cet accident-là, où ce que Sergio Perez n'est pas responsable, en tout cas, vous pourrez en juger. Ceci va coûter environ, on parle de 2 à 3 millions, là, on va dire 3 millions à Red Bull et ils ne sont pas responsables. Est-ce que vous trouvez que la FIA doit revoir la règle avec le plafond budgétaire, que lorsqu'un accident arrive comme ça et qu'on est capable de juger, là, c'est sûr que Magnussen, on n'a pas décidé de CV, on ne lui a pas donné de pénalité, donc c'est comme si on ne lui donnait pas le tort et on disait que tout le monde est responsable là-dedans, là, quand on arrive à des non-décisions comme ça. Mais toi, Jean-Christophe, comment tu as jugé ça? Est-ce que Kevin Magnussen était responsable de cet accident-là? Oui, moi, je trouve que c'est vraiment Kevin qui avait 100% du blâme à s'attribuer. Il s'est mis dans un écart rétrécissant. C'était complètement de sa faute. Et je ne vois pas vraiment l'opinion de ceux. Il y a quelques personnalités de F1 qui ont mis à sa défense disant que c'est pareil qu'il aurait dû donner de l'espace. Mais il y avait Hülkenberg aussi de l'autre côté. Là. C'était pas comme une décision noire ou blanche. C'est très nuancé, à best. Et là, on va quand même aller défendre Magnussen parce que c'est son style, il est agressif. Ça marche pas comme ça. Là.
il n'y avait pas une voiture qui effectue un dépassement, a la responsabilité d'effectuer un dépassement sécuritaire. Et est-ce que ça l'était? Non, il était 3 de large à la montée du virage du casino. En, Puis, je fais partie de ceux qui sont d'accord que quand c'est vraiment noir ou blanc, ou c'est supposé être noir ou blanc comme ça, puis ça cause évidemment un gros trou dans le budget, c'est comme quelque chose comme 5% du budget de l'année, ben, il serait posé payer, là. Kevin? Oui. Bon, on a perdu Jean-Christophe pendant un moment, fait que je vais passer à Ouais. toi. Ouais. Euh, c'est ça, puis c'était la communication, t'es pas super. Mm. Ce qui apportait le point, je suis d'accord avec ça, c'est dans le sens que on trouve une façon que si on est capable de juger que tu es responsable d'un accident, qu'on vient te refiler la facture, peut-être pas à 100%, mais qu'il y ait une pénalité, que ça ajoute à la pénalité de dire que tu aies un montant à débourser à l'écurie Ouais, qui se c'est ça. reçoit avec Ben, une facture, là, dans le fond. ouais, c'est ça. Ben, je pense que la FIA devrait se pencher sérieusement sur ce point-là, surtout avec le plafond budgétaire, là. Ça coûte extrêmement cher. Et surtout quand on voit l'état de la Red Bull de Perez là, après l'accident. Là. Comme on a dit, c'est 2-3 millions d'euros là, selon Helmut Marko. Là. Donc, il y a matière à réfléchir sur ce sujet-là. Si Magnussen avait été considéré responsable de l'accident, ce qu'il est, à mon avis, moi aussi, je trouve qu'une sanction financière serait appropriée pour l'écurie dont le pilote est responsable de l'accident. Si on dit que c'est entre les deux, donc, des accidents non responsables, on pourrait mettre ça moitié-moitié, disons-le. Puis ce que j'ai pu lire, là, un accident d'un coût de 2,5 millions de dollars, ça représenterait environ 2% du budget annuel de Red Bull. Donc, c'est pas rien non plus, là. Fait que moi, je souhaite vraiment qu'on trouve un moyen pour analyser le tout et écrire noir sur blanc ce qu'il y en est en cas d'accident non responsable. Dans le fond, toi, tu irais un peu comme on est obligé, la réalité de tous les jours. Mhm, Si tu prends ta voiture après le podcast, puis tu es jugé responsable d'un accident, on l'espère pas, on ne le souhaite pas, mais ton assurance, il y a quelqu'un qui va déterminer que ton assurance doit soit indemniser la personne avec qui tu auras eu l'accident, ou mhm, si jamais on décide que c'est 50-50, ben à ce moment-là, tout le monde paye leur tort à eux, paye leur facture. mhm. Ça serait de Exact, fonctionner un peu avec le même principe, là. C'est ça que tu avances, exact. toi, là. Ouais. Pendant qu'on parle d'accident, ben, il n'y a pas juste eu Kevin Magnussen au banc des accusés cette semaine. Il y a Esteban Ocon, qui est quand même une personne qu'on voit souvent se présenter là, avec des torts comme ça. Lui, eh bien, il a pris un risque non calculé, un risque de trop envers son propre coéquipier, comme on l'a vu à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Il a été un peu trop incisif aux dépens de Pierre Gasly et ça a vraiment pas fait l'affaire du directeur d'écurie, Bruno Famin, qui n'a pas mâché ses mots là, directement en direct à la TV. Il a dit qu'il y aurait des conséquences. Je pense qu'il était sur l'effet du moment. Mais toi, Kevin, si tu étais directeur de Alpine, est-ce que tu irais avec la sanction qui a été avancée comme quoi qu'on pourrait suspendre Esteban Ocon pour le Grand Prix du Canada? Est-ce que tu irais jusque-là? C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire, là. Ben, ça serait un coup de massue, mais ça serait probablement une Moses de bonne leçon pour Esteban Ocon pour lui dire, t'es pas plus gros que l'écurie. Ce que tu as fait, c'était inutile. Puis si c'est la seule façon que tu dois comprendre, ben c'est comme ça. Surtout qu'il aurait pu carrément ruiner la course de Gasly aussi, là. Il a été chanceux dans les circonstances, Pierre Gasly, de ne pas avoir abandonné. Mais je trouve qu'une action comme ça serait un bon électrochoc là, pour Ocon. Il est libre à la fin de la saison, Ocon, et je pense que ce qu'il a fait en fin de semaine, ça va très probablement pousser Alpine à ne pas le reconduire pour 2025. Et même les autres écuries ont vu ce qui s'est passé. Ils vont peut-être être réticents à vouloir signer le pilote français. Ça reste un bon pilote, Esteban Ocon, mais parfois ses actions sont trop limites, et surtout envers ses coéquipiers. On l'a vu par le passé avec Alonso et Perez notamment. Donc, c'est pas au niveau talent, c'est vraiment au niveau de la prise de décision que c'est problématique à certains moments. Moi, je pense que Esteban Ocon, tu mentionnes une course. Il y a quand même eu quoi, une saison ou 2 saisons qui a été obligé d'aller s'asseoir puis voir l'action des paddocks quand il est allé. Heureusement que Toto Wolff a décidé de le garder, d'aller le prendre pour le mettre comme pilote de réserve chez Mercedes. Mais je Ouais. pensais qu'il aurait compris. C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'une course de suspension va le faire comprendre. Peut-être que ça va le faire réfléchir. Il faut garder aussi en tête qu'il y a aussi eu le départ à Miami, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Kevin. Oui, Il a oui, été oui. très incisif. Oui, Gasly aussi n'a pas donné de place, mais ça, Bruno Famin, il l'a en tête aussi. Le directeur d'Alpine, si on a une consigne d'équipe qui est claire,
qu'on ne veut pas voir ce genre de comportement-là en piste. Mais là, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, de dire, je vous ai averti, vous avez joué avec le feu à Miami, vous vous êtes pas brûlé, mais là, je dis vous, c'est plus Ocon, tu as décidé Mhm. de récidiver ce week-end-là. Donc là, on voit que le message passe pas. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu le suspendrais, Esteban Ocon, pour son action à Monaco? Oui, 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 oui. Ben, c'est dur à dire. Il y a comme pas vraiment de bonne solution. Tu es un peu pogné avec le problème quand tu as signé un pilote pour une saison, à moins de vraiment carrément juste le mettre dehors. Est-ce que ça vaut une expulsion complète? Peut-être pas, même si j'aurais le goût, parce que Esteban Ocon, il y a vraiment c'est un récidiviste depuis longtemps, là, depuis ses années Force India, là, où est-ce qu'il était coéquipé avec Sergio Perez. Il s'est bâti une carrière jusqu'à maintenant à être beaucoup trop agressif avec ses coéquipiers dans l'espoir de finir avant d'eux et d'être considéré ou avoir estimé un meilleur pilote que son coéquipier et pouvoir le battre. C'est toujours la première personne que tu veux battre comme pilote, ton coéquipier. Au point de les deux se sortir d'une course, Esteban Ocon, lui, dirait oui. Certains diraient non. Il se raviserait à plusieurs endroits. Esteban, malheureusement, le ratio risque et récompense, il juge pas très bien. Et ça a coûté très cher. Ça lui a coûté très cher. Surtout que ça aurait marché. Son move qu'il a fait à Portier contre Gasly, il l'avait fait. C'était un bon move. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le volant. Il a ouvert le volant. Ils ont accroché roue à roue. S'il gardait son angle de volant, Gasly il ralentissait un petit peu, lui passait en avant. Son petit coup de gueule aurait marché. Mais là, il s'est retrouvé les quatre fers en l'air, pas pour aucun résultat, l'air d'un gros nono, puis il menaçait de se faire mettre de côté pour une course, peut-être à plus jamais revenir si, je donne un exemple, quelqu'un comme Jack Doohan vient et fait un résultat exceptionnel au point de plus regarder par en arrière, ou même quelqu'un comme Mick Schumacher, qui sait? Ouais, Donc c'est moi, un c'est peu. vraiment, je le mettrais vraiment sur la liste, là. Ouais. Ouais, c'est de héros à zéro le risque qu'il a tenté. Je pense que tu l'exprimes bien, comme tu dis. Le coup de volant était beau, mais à la place de se contenter de juste passer, il a essayé aussi de tout couper l'espace que Pierre Gasly pourrait avoir. Ça, c'est ce qu'on ne devrait Ouais. pas faire normalement, puis encore moins à ton coéquipier. Toi, Kevin, là, tu as emmené un bon point tantôt. Et moi, je partage ton opinion là-dessus de dire, je pense que ça a pas juste fait mal à sa réputation chez Alpine, ça vient peut-être de lui coûter un poste chez Audi. Il est un Mhm. candidat possible si jamais Carlos Sainz ne prend pas le poste là-bas avec l'écurie allemande, qui aura une transition là, chez Sauber la saison prochaine. Mais on avait entendu parler Esteban Ocon qui a déjà de l'expérience dans une équipe d'usine. C'est ce que Audi recherche. Toi, tu penses-tu que ça peut aller jusque-là, que ça pourrait vraiment venir lui coûter probablement un poste chez Audi la saison prochaine si jamais l'opportunité serait là? S'il réussit à bien se racheter au courant de la saison, peut-être que ça va faire ouvrir les yeux des autres directeurs d'écurie, mais c'est difficile à dire parce qu'il y a une réputation qui traîne Esteban Ocon aussi, là, comme on l'a mentionné. Et les directeurs le savent. Ils le savent, l'historique qu'il a. Donc, c'est à prendre en considération. On l'a cité aussi chez Haas pour remplacer Magnussen. Mais tu pourrais risquer de remplacer un problème par un autre problème, là, même si c'est peut-être pas totalement la même chose, là, mais bon, reste à voir. Je lui souhaite qu'il s'améliore, Esteban Ocon, à ce niveau-là, par contre, parce que c'est un pilote qui peut apporter des bons résultats. Mais il avait un quelque peu compris là, après sa saison à l'écart, là. Je dis sa Ouais, saison. Est-ce que c'est 2019, une ou ouais. deux saisons à l'écart qu'il a dû faire? C'est une, hein? 2019 qui était pilote d'essai chez Mercedes. C'est ça, c'est une saison. Donc, après Ouais. ce purgatoire-là, on semble Mhm. qu'il avait un peu compris, mais on dirait que le naturel revient, là. On le voit tranquillement pas vite, là. On avait eu des flashs aussi avec Fernando Alonso quand il avait comme coéquipier. Puis c'est ça qui semble plus ou moins qu'autrement. Ce qui peut déranger aussi les directeurs de d'autres écuries de dire s'ils ne respectent pas les consignes, qu'ils soient incisifs en course, qu'ils soient agressifs, on veut ça. Mais par exemple, quand on lui donne une consigne, puis on dit ça, on n'en veut plus, ou on ne prend pas de risque aujourd'hui, surtout que Alpine, là, c'était une possibilité d'aller marquer des points, des précieux points à Monaco. C'est quasiment chose faite. Pierre Gasly avait fait le job en qualification et c'est quasiment assuré que tu peux marquer des points. On l'a vu, le top 10 est resté de même. Donc, de prendre ce risque-là inutile, je peux comprendre que c'est venu vraiment faire
fâché Bruno Famin. Puis pour revenir, là, juste clarifier quelque chose, il y a des gens qui mentionnent des fois que Esteban Ocon, admettons, c'est pas comment je pourrais dire, qui vont un peu dénigrer son talent en Formule 1 ou ces choses-là. Moi, je suis vraiment pas un fan du gars. Je pense que son comportement, toutes ces choses-là, son historique de course, moi, je l'aime pas. J'aime pas ce qu'il fait. Par exemple, il a un talent indéniable. C'est un gars qui est rapide en course. Puis il faut se rappeler, là, on a la mémoire courte parfois, que c'est un gars qui a eu l'avantage sur Fernando Alonso lorsque les deux étaient coéquipiers chez Alpine. Je ne suis pas en train de dire qu'Esteban Ocon est supérieur à Fernando Alonso, loin de là. Sauf que c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Je pense que si Lance Stroll avait eu l'avantage sur Fernando Alonso dans les dernières saisons, bien, on en parlerait. On dirait, ah, Lance Stroll a quand même battu Fernando Alonso. On l'ajouterait à son tableau de chasse. Puis souvent, on a tendance à l'oublier, ça, qu'Esteban Ocon avait quand même terminé en avant du double champion du monde au classement lorsqu'ils étaient les deux coéquipiers, lorsque les deux avaient la même voiture. Donc, Esteban Ocon, c'est quand même un gars qui peut apporter les résultats, mais il y a cette petite roche dans le soulier-là là, qui vient vraiment, vraiment fâcher les gens puis qui vient vraiment donner une tâche sur son CV à tous les fois là, parce on peut vraiment laisser rouler une vidéo sur Internet là, d'environ 10 minutes de collision ou de presque collision avec ses coéquipiers et ça, on n'aime pas voir ça. Pour enchaîner avec les sujets, eh bien, j'avais une question pour vous. Il y a une rumeur qui circule, puis ça s'en vient de plus en plus concret, là, qu'à Imola, Lawrence Stroll aurait rencontré Mattia Binotto, l'ancien directeur de chez Ferrari, afin de lui donner un poste pour le département technique chez Aston Martin. Vous en pensez quoi? Je commence avec toi, Kevin. Tu penses quoi de toi? Est-ce que ça peut aider Aston Martin d'aller chercher un gars d'expérience comme Mattia Binotto? Bon, pourquoi pas? Ça reste un bonhomme très intelligent au niveau technique. Il a passé environ 20 ans chez Ferrari au département moteur, donc il a les connaissances nécessaires pour aider une écurie à s'améliorer à ce niveau-là. On a besoin de renfort chez Aston parce qu'ils n'arrivent pas à répéter la belle séquence qu'ils ont eue au début 2023. Ferrari est revenu, McLaren est revenu, et là, ils sont cinquième et Vicard n'est qu'à 20,2. Et l'année passée, juste avant le Grand Prix du Canada, Alonso était au troisième rang des pilotes et il avait obtenu 5 podiums en début de saison. Maintenant, il est neuvième et son meilleur résultat, c'est une cinquième place. Donc, ça va vraiment pas bien pour les Verts. Et Lawrence Stroll doit pas être de bonne humeur à voir ce qui se passe, lui qui investit à coups de millions, là. Donc, oui, je pense que l'arrivée de quelqu'un comme Binotto, ça pourrait être bénéfique pour aider Aston Martin à reprendre du poil de la bête. De ton côté, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu penses de Mattia Binotto? Est-ce que ça peut donner un coup de main à Aston Martin? Oui, c'est sûr que j'aimerais beaucoup plus le voir dans un poste technique que dans un poste directionnel. Je n'ai pas trouvé que Mathia avait une main de chef d'orchestre plus impressionnante que ça. Je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui étaient malmenées chez Ferrari. Donc, mais côté technique, c'est, comme Kevin a dit, un bonhomme avec une excellente tête sur les épaules, avec un excellent pédigré. Puis les Racers n'ont absolument rien à perdre. Ils sont vraiment dans une situation où ils parlaient fort, là, il y a pas longtemps. Puis Alonso, il a relevé son contrat. Il parlait fort. Puis, ça se passe à se péter les bretelles, mais tu sais, comment dire, il était très optimiste, peut-être trop. Même chose avec Mike Crack. Fait que moi, les autres, ils vont prendre ce qu'ils peuvent prendre, surtout avec quelqu'un tu sais, qui est opéré à haut niveau avec une équipe qui a gagné des championnats. Donc, à un poste technique, pas un poste directionnel, dans le temps de Michael Schumacher et compagnie. Donc, moi, oui, ce serait un bon move, un autre bon move de Lawrence Stroll. Malheureusement, on ne sait pas on sait pas s'il est payant, mais l'histoire le dira. Moi, je partage votre opinion aux deux. Je pense que dans un poste technique, oui, Mathieu Binotto, mais dans un poste directionnel, comme Jean-Christophe l'apportait, c'est non. Je pense qu'il a fait ses preuves. Je pense qu'il voulait le faire. Ça semblait, peut-être que ça semblait attrayant il occupait un poste technique de dire, ah, je serais capable de diriger l'écurie au complet. Puis j'espère qu'il s'en est rendu compte que c'était pas dans ses talents. Ça ne fait pas partie des cordes à son arc d'être capable d'être un bon leader. Plus souvent qu'autrement, on semblait qu'il n'y avait pas de capitaine dans le bateau qui prenait l'eau chez Ferrari alors qu'il était le directeur. Donc, moi, je ne voudrais pas le revoir au sein d'une écurie.
puis aucune écurie. Je pense qu'il pourrait être une solution, là, que ce soit une écurie de fond de peloton ou encore moins dans une écurie comme Aston Martin qui aspire à beaucoup plus. Jean-Christophe le mentionnait, on est arrivé, on voulait frapper un grand coup en Formule 1. On pensait qu'on était pratiquement arrivé la saison dernière. Là, ça semble plus compliqué cette saison. Donc, si on est capable d'aller chercher de l'expérience, des gens qui ont été à l'intérieur de des équipes gagnantes. On l'a fait avec Dan Fellows en allant le chercher de chez Red Bull. Donc, de compléter ça avec un Mattia Binotto, je reprends la réponse de Kevin, c'est pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être une bonne addition pour l'équipe verte et les aider de continuer à progresser et de continuer à voir qu'est-ce qui leur manque pour devenir une équipe gagnante et compétitionner avec les grandes écuries comme McLaren, comme Mercedes, qu'on peut mentionner aussi là-dedans, même si c'est plus compliqué cette saison, comme Ferrari, et bien sûr, comme Red Bull. Demain, 31, on est le 31, c'est la sortie de la nouvelle édition du jeu F1 24 produit par EA Sports. Ils ont sorti les ratings ou les classements des joueurs ou les attributs des joueurs pour prendre le bon mot français. Je voulais faire un petit jeu avec vous pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. On va y aller assez rapidement là, parce qu'on a les 20 pilotes à passer. Donc, je vous dis le classement ou l'overall, le rating là, qu'on a donné, attribué aux pilotes, et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça. Celui qu'on a classé, qui est le plus fort dans le jeu, c'est Max Verstappen avec un attribut de 96. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les deux? Moi, je dirais oui, que ce soit le plus fort, mais 96, je trouve ça un tantinet trop haut. Je mettrais à 94-95. Kevin, de ton côté? Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, que ce soit le plus élevé, là. D'accord avec Jean-Christophe, peut-être un 94 ou 95, ça pourrait être bien aussi. Parce qu'on a quand même laissé un gros écart. Là. 96 du côté de Verstappen, 92 celui qui suit avec Fernando Alonso. Ça, c'est les deux qui sont classe à part. Donc, on a choisi que le sommet en Formule 1, présentement, c'est Verstappen à 96, suivi par Alonso à 92. Qu'est-ce que tu penses de ça de ton côté, Jean-Christophe, 92 pour Alonso? Je mettrais justement, je rabaisserais un petit peu Verstappen. Je mettrais Alonso purement pour son expérience maintenant à l'âge qu'il est rendu et qu'il a toujours la vitesse à 93, sinon 94. Tu les mettrais les deux égales? Ouais. Malgré son âge, parce qu'on s'entend là, sur la constance, Fernando Alonso, je sais que Aston a des problèmes présentement, mais il nous l'a montré la saison dernière. En milieu de saison, il ralentit un petit peu quand même. Là. Il y a pas la constance que Verstappen a dans les dernières saisons là, pour être aussi près. Là. Constance en course, peut-être pas, mais raw pace avec une voiture égale, moi je pense encore qu'Alonso a, surtout avec je pense pas que ça ment. Avoir 20 quelques années d'expérience en F1, ça ne ment pas. Et même s'il n'y a peut-être pas la constance sur un stint, il y a encore le raw pace pour aller chercher un lap exceptionnel. Et juste avec ça, moi je le mettrais à 93, sinon 94. Donc, tu laisserais l'écart, tu rétrécirais l'écart entre les deux. Là, après Ouais. ça, on a créé un bassin de pilotes qui sont tous sur un pied d'égalité. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. On a mis Carlos Sainz à 89, Charles Leclerc à 89, Lando Norris, qui suit aussi, même attribut 89, et on a aussi inclus Lewis Hamilton. Donc, tous sur le même pied d'égalité en frais de force. Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, moi, je te dirais Alonso et Hamilton, les deux à 92. Après ça, je te dirais Leclerc 90, Norris 89, puis Sainz 89 ou 88, là, à peu près. OK, c'est ça. Tu aurais quand même créé une classe à part avec Hamilton et Alonso. Là. Moi, je suis Ouais. d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'on est allé un peu, on est allé un peu fort sur Lewis Hamilton. On l'a descendu un peu. Tu sais, si je prends en considération qu'est-ce que Jean-Christophe mentionnait, là, qu'on tient la carrière, l'expérience, les accomplissements, le rythme de course, le rythme de qualification, je pense que même s'il y a des moments un peu plus difficiles, puis à comprendre sa voiture des dernières choses, j'aurais donné un petit avantage à Lewis Hamilton, moi aussi. Jean-Christophe, est-ce que tu partages l'opinion? Ouais, je suis très surpris de voir Hamilton aussi bas, même si, on va dire, à la rigueur, il se fait quand même surpasser par Russell. Puis tout un problème d'adaptation à la monoplace qu'un problème de talent. On sait bien que voiture égale et à l'aise,
Il est dur, très dur à battre, Lewis Hamilton. Je suis très surpris de le voir si bas. Moi, je le mettrais à 91, 92, quand même au-dessus du genre de peloton de pilote à part, en guillemets, qui fait partie, mais pas au niveau d'Alonso ou de Verstappen. Ah, Mais OK, donc, les autres, je suis d'accord avec ça. OK, donc je comprends. Tu aurais créé une classe à part. De toute façon, on le sait, on met les trois champions du monde dans une classe. Tu sais, on le sait, là, on a trois champions du monde en ce moment là, en Formule 1. On a Verstappen, Alonso, puis Lewis Hamilton. Donc, si je comprends bien, toi, tu crées une classe Verstappen avec un petit écart. Après ça, Alonso, Hamilton aussi. Puis après ça, tu as les autres. Dans le fond, tu as les trois pilotes et les autres. C'est de même que tu aurais géré ça. Puis je partage pas mal ton opinion. Ensuite, Ouais, à ouais, ouais. 87, les deux sur un pied d'égalité à 87, on a mis George Russell et Sergio Perez. T'en penses quoi, Kevin? D'accord avec Russell à 87, c'est bien. Perez, je descendrai un petit peu. Ça Peut-être dépend des week-ends. Ouais, c'est assez variable. C'est comme tirer le bon numéro, mais je te dirais peut-être un 80, juste un petit peu, un 86, là, disons, là, ou 85 minimum. Même chose, Jean-Christophe, de ton côté? Es-tu d'accord avec les deux sur... Ouais, je mettrais peut-être Russell un point plus haut que Perez sur tout, sauf les circuits européens. Puis Perez sur les circuits européens, je mettrais 75. Ouais, c'est ça. C'est variant dépendamment. Au début de la saison, ça a peut-être été fait en début de saison, ça. Ils ont dit, ah, il mérite 87, mais là, dans les deux derniers Grands Prix, ensuite, est-ce qu'on a créé un autre? Ah non, on a laissé Klaus à part. Lui, tout seul à 85. On a mis Alex Albon à 85, tout seul. T'en penses quoi, Jean-Christophe? Bien en masse. Il n'a pas fait grand-chose de spectaculaire techniquement à la fin, mais c'est un très bon pilote quand même. Donc, ouais, 85, c'est entièrement satisfaisant. Même chose pour toi, Kevin? Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. On a suivi ensuite à 84. Je trouve qu'on l'a mis un peu bas, mais il est jeune. L'expérience vient pencher dans la balance. 84 pour Oscar Piastri. Est-ce qu'il est trop bas, Jean-Christophe? Moi, je te dirais que je le mettrais au Euh, moins au niveau d'Albon. Au moins au pied d'égalité, même s'il a beaucoup moins d'expérience, mais en termes de talent pur, moi, je trouve il est au moins l'équivalent d'Albon, puis il va encore s'améliorer. Ouais, en frais de rythme, moi, je suis d'accord avec toi, Kevin. Toi, Jean-Christophe, même chose? ouais, je trouve ça un petit peu rough, là, 84, quand il est capable d'accoter Lando Norris, qui a quoi, 5 points de plus que lui en rating pour quelle raison? Ça fait longtemps qu'il est à la fin. Non, non, moi, je le mettrais facilement à 86, là. Ouais, 86. Ensuite, on a tranché dans le duel Alpine. Ça ne fera pas l'affaire d'Esteban Ocon. C'est peut-être ça aussi qui a motivé, qui avait le couteau entre les dents à Monaco. Mais on a donné un point d'avantage à Pierre Gasly qu'on a mis à 84 et 83 pour Ocon. T'en penses quoi, toi, Kevin? Est-ce que les deux, est-ce qu'on donne un avantage à Gasly? Euh, Si c'est par rapport au comportement en piste, probablement oui. Ouais. Mais moi, je trouve ça quand même correct comme, euh, comme note. Là. Sinon, peut-être les descendre de un chacun, mais globalement, c'est correct. Écoute, il nous reste 5 minutes, fait que je vais vous passer en rafale là, le reste du classement, là. Comme je vous dis, on a laissé l'avantage à Gasly. Ensuite, on a mis égal à 82 Daniel Ricciardo et Hülkenberg. On a décidé de suivre ça à 81 avec Valtteri Bottas. Ensuite, on a mis, je le trouve bas un peu, Yuki Tsunoda à 81, seulement un point de plus que Kevin Magnussen à 80, qui est égal à Lance Stroll qui est parmi les plus bas, là, avec Lance Stroll, on l'a égalé à Guan Yu Zhou. Je trouve ça un peu sévère. Puis ensuite, on a mis le pauvre Logan Sargent à 70 de. Oh my God. Ouais, OK. ouais, ouais, on a Oh là décidé. là, c'est rough, ça. Ouais, il y a Oh quasiment, boy. il y a pratiquement le rating d'un pilote de F2 ou de F3 là, Wow. à 70. Mais êtes-vous d'accord un peu avec le reste du classement? Vous trouvez que ils ont été un peu sévères avec des personnes comme Tsunoda ou Stroll? Vas-y, Kevin. Personnellement, Ah, OK, bon, allez-y. ouais. Ouais, non, vas-y, Jean-Christophe, excuse-moi, c'est moi qui. OK, pas trop. Moi, je trouve un petit peu que Hülkenberg est bas. Ouais. J'ai eu comme le flash quand t'allais les nommer. C'est vrai, on n'a pas nommé encore Hülkenberg. Euh, OK, oui, il n'y a pas de résultat digne de soi, blablabla. Mais il devrait être facilement à 83, 84 même, là. Mhm. Je veux dire, il est capable d'aller en Q3 avec une as à chaque presque week-end, je veux dire.
sur ça, juste sur ça, je trouve que ça mérite. Lance Stroll, ils sont rough dessus, mais ils ont-tu vraiment tort? Y a-tu vraiment des pundits qui diraient non, 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 parce que X raison, il se posait plus haut. Dur à trouver. Dur à Ouais. trouver. Fait que pour cette simple et bonne raison, il est sur son X. C'est plus Et facile. Ricardo, Ricardo oui, égal à vas-y. Hülkenberg, moi je trouve que ça devrait pas. Je pense que Hülkenberg a prouvé plus dans les 2 dernières saisons, beaucoup plus de constance, avec une voiture qui réussit, comme tu dis, il a réussi à la placer régulièrement dans le top 10. Je pense que de le mettre égal à À Daniel traîner. Ricciardo, c'est l'erreur, là. Toi, de Non, ton côté, exact. Kevin, t'en penses quoi? Je monterais le Canberg au moins à 84, 83, 84. Tsunoda aussi. Ouais. Au moins à 82, 83 même, avec ce qu'il fait en Ouais, ce ouais. moment. Sargent, là, c'est épouvantable. C'est vraiment, c'est incroyable. Mais C'est même pas une on- quatrième ligne à NHL. Non, non, exactement. Tantôt, je voulais faire la comparaison. C'est quand tu vas chercher un joueur sur le jeu NHL, puis tu prends un joueur de la Ligue américaine. Là, c'est pour ça que j'ai Mhm. comparé la Formule 1 F3. Ça n'a pas de bon sens. Là, fait que c'est ça, ouais, non. ils n'ont pas les mêmes mottes. Ils ont-tu vraiment tort? Non, mais Non. c'est, comment dire, Hmm. ils l'ont pas épargné, là. C'était pas comme, oh, regarde, on va lui donner une note bonbon parce que, anyways, c'est le dernier, puis on va le mettre proche. Non, non. 70 d'un genou, cloud. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on va jouer au jeu, à quel point il va être au ralenti derrière les autres. Tu sais, l'écart de performance, on risque, là, quelqu'un qui est assez habile avec le jeu, ben, ça va être réaliste, le risque de dépasser Logan Sargent au moins 2 fois pendant une course à 70. Surtout si vous jouez avec Max Verstappen, là, vous risquez de voir Logan Sargent quelques fois sur votre trajet lors d'un Grand Prix, surtout si vous allez faire les tours complets. Écoutez, les boys, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Encore une fois, ben, on a essayé de passer à travers les sujets le plus rapidement possible et de donner le plus de contenu. Merci d'avoir été là encore, de participer à l'épisode. Puis, ben, c'est ça. Puis, en terminant, ben, je vous pose une dernière petite question. Comme je vous dis, 30 secondes pour répondre. Vrai ou faux, Williams, c'est la meilleure option pour Carlos Sainz maintenant. T'en penses quoi, Kevin? Rendu là, ouais, à ce point-là où il est, ouais. Ouais, hein? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Christophe? Adossé contre un mur, il doit faire un choix. Y a-tu vraiment le choix? Il veut rester en F1? Ça va vraiment revenir à ça. S'il veut être dans une top équipe dans une autre série, il s'en ira. S'il veut être quand même en F1, mais pas dans une top équipe, il restera là et il attendra son tour. Mais je pense que oui. Mais admettons qu'on réduit, là, c'est pas mal la situation où ce qu'on est rendu. Entre Williams et Audi, toi, Jean-Christophe, tu prendrais Williams ou tu prendrais le projet Audi? Bonne question. Moi, je pense que j'irai avec Williams. Williams, parce qu'ils ont déjà. Puis sont en train de monter quelque chose de concret. James Valls fait un bon travail. Puis t'as déjà Alex Albon qui a développé la voiture. Tu t'en vas pas dans une voiture qui est développée par Guan Yu Zhou puis Valtteri Bottas. Fait que tout ça, je pense que ça pèse dans la balance. Toi, de ton côté, Kevin, tu es un pilote où justement tu joues à F1 24, il faut que tu choisisses une écurie. Là. Ben, Audi ne sera pas là, mais si tu avais entre choisir le projet Audi ou le projet Williams, à qui tu ferais confiance? La même chose que Jean-Christophe, je dirais avec Williams. Williams. Puis je vous en pose une dernière, là, vraiment 20 secondes pour celle-là. Est-ce que Mercedes défavorise Lewis Hamilton ou si c'est simplement ses résultats qui font que George Russell est en avant de lui, Kevin? Non, non, je ne croirais pas. Honnêtement, non. Non. Toi, Jean-Christophe, rapidement. Ça serait très peu professionnel. Ça manquerait de classe. J'oserais espérer que non. Ouais. Mais Possible, oui. je pense que c'est. Ah, tu penses que c'est possible? Il n'y a rien d'impossible. Il y a tellement de personnel dans l'équipe. Les favoris, ça se crée très facilement. Des Ouais. petites clics, ça se crée très facilement. Moi, je Encore une pense. fois, je serais très surpris et Ouais. déçu. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Moi, je pense que c'est trop serré. Il y a trop d'argent d'impliquer pour qu'une écurie de Mercedes. Surtout que c'est pas comme si on avait une seconde en banque puis qu'on pouvait décider d'enlever un dixième dans une auto pour dire on va favoriser un autre. Je pense que tous les dixièmes, on les a besoin chez Mercedes présentement. Donc, je pense pas qu'on joue ce jeu-là. Les gars, il reste vraiment plus de temps. Je suis allé à la limite. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Merci, Kevin. On va peut-être se reparler la semaine prochaine là, pour le Grand Prix du Canada. On va peut-être préparer quelque chose. Sinon, je vous souhaite un bon Grand Prix. Même chose pour toi, Jean-Christophe. Merci aussi d'avoir été là, puis je te souhaite un bon Grand Prix du Canada.
Ben oui, merci à vous Merci, les boys, merci. merci de m'avoir. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 31 mai. Dans une semaine, jour pour jour, le Grand Cirque sera en ville et les monoplaces se feront entendre sur le circuit Gilles Villeneuve afin de ne rien manquer de ce week-end de course à Montréal. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur Spotify, appuyez sur la cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes, à nous suivre sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.